Aujourd'hui, on va discuter comment interpréter un examen paraclinique qui est souvent demandé aux urgences devant une douleur thoracique aiguë, une dyspnée, des palpitations, une syncope, une insuffisance cardiaque, etc. et qui a une grande valeur diagnostique, c'est le CG, ou ce qu'on appelle l'électrocardiogramme. Alors, comment interpréter un ECG? Pour cela, on va utiliser un moyen mnémotechnique, c'est Frachi. Mais avant tout, il faut savoir les événements cardiaques qui correspondent aux ondes et aux intervalles. Nous commençons par l'onde P, c'est la dépolarisation auriculaire. L'intervalle PR, du début de la dépolarisation auriculaire au début de la dépolarisation ventriculaire. Le complexe QRS correspond à la dépolarisation ventriculaire. Le segment ST, c'est la pause de l'activité électrique ventriculaire avant la repolarisation. L'onde T, c'est la repolarisation ventriculaire. Alors, je commence par F, la fréquence cardiaque. On la calcule par la règle 300 sur le nombre de Gauquelin dans un espace RR. Si la fréquence cardiaque est inférieure à 60, on parle d'une bradycardie. Et vous devez envisager la bradycardie sinusale, la maladie du sinus et les PAV, les blocs auriculo-ventriculaires. Lorsque la fréquence cardiaque est supérieure à 100, on parle d'une tachycardie et on distingue deux types. Une tachycardie à complexe fin et vous devez envisager la tachycardie sinusale, le flux atrial et bien évidemment la fibrillation auriculaire. Deuxième type, c'est la tachycardie à complexe large et vous devez envisager la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire, la torsade de pointe et le rythme idioventriculaire accéléré. Le R, c'est le rythme, donc sinusal, lorsque chaque onde P est suivie d'un QRS et chaque QRS est précédé d'une onde P. Régulier lorsque les espaces RR sont identiques. Et lorsque les espaces RR sont non identiques, donc c'est un rythme qui est irrégulier. Et bien évidemment, il faut chercher les troubles de rythme supraventriculaire et ventriculaire. A, c'est l'axe. Donc pour répondre à la question est-ce que l'axe est normal ou non, il faut jeter un coup d'œil sur les dérivations T1 et AVF. Et le QRS doit être positif dans ces deux dérivations. Donc, lorsque l'axe est dévié à gauche, on trouve un QRS qui est positif en T1 et négatif en AVF. Et vous devez évoquer un hémibloc antérieur gauche, un syndrome de Wolff-Parkinson-White et un ITM inférieur. Lorsque l'axe est dévié à droite, on trouve sur la dérivation T1 un QRS qui est négatif et un QRS qui est positif sur la dérivation AVF. À ce moment-là, vous devez évoquer une hypertrophie ventriculaire droite, un hémibloc postérieur gauche, un syndrome de Wolff-Parkinson-White, un IDM antérolatéral et une dextrocardie. C, c'est la conduction. Et je commence par le bloc sino-auriculaire. Et pour cela, il faut calculer l'espace PP de pause qui sera multiple de l'intervalle PP de base. Et on distingue plusieurs types. Un bloc sino-auriculaire premier degré, donc l'espace PP est constant, donc c'est un bloc non détectable. Un bloc sino-auriculaire deuxième degré, type 1 croissant jusqu'à une pause, type 1 décroissant jusqu'à une pause, type 2 PP constant plus une seule pause, et le haut degré PP constant plus deux pauses. Et bien évidemment, le bloc sino-auriculaire troisième degré, les ondes P sont absentes avec un rythme d'échappement. Après, il faut calculer l'intervalle PR. Quand on a un intervalle PR inférieur à 0,12 secondes, c'est-à-dire 3 mm, vous devez évoquer un trouble de rythme jonctionnel, un syndrome de Wolff-Parkinson-White et un syndrome de Lange-Ganong-Levin. Quand on a un intervalle PR supérieur à
20 secondes, c'est-à-dire un gros carreau, il faut évoquer un bloc auriculo-ventriculaire. Premier degré si l'allongement est constant. Un bloc auriculo-ventriculaire deuxième degré si on a une onde P bloquée, mais il faut distinguer deux types, le Mobitz 1 et le Mobitz 2. Le Mobitz 1, on a un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à une onde P bloquée. Et le Mobitz 2, on a un allongement PR qui est constant jusqu'à une onde P bloquée. Et le troisième degré, c'est la dissociation auriculo-ventriculaire. Après, on calcule la largeur du complexe QRS. Si son large en V1, en V2, au large avec un aspect en M, en V1, en V2, plus un aspect en W, en V5, en V6, donc c'est un bloc de branche droit. S'ils sont larges en V5, en V6, ou en D1, au large avec un aspect en M, en V5, en V6, plus un aspect en W, en V1, en V2, c'est un bloc de branche gauche. Si on a un QRS positif en T1, négatif en T2, négatif en T3, on parle d'un hémibloc antérieur gauche. Si on a un QRS qui est négatif en T1, positif en T2, positif en T3, c'est un hémibloc postérieur gauche. Si on a un bloc de branche droit plus un hémibloc antérieur gauche, c'est un bloc bifasciculaire. Si on a un bloc de branche droit avec un hémibloc postérieur gauche, c'est un bloc bifasciculaire. Un QRS large, c'est plus de 2,5 ou 3 petits carreaux. H, c'est l'hypertrophie. L'hypertrophie auriculaire droite, lorsque les ondes P sont trop amples, plus de 3 mm. L'hypertrophie auriculaire gauche, lorsque l'onde P est trop large, plus de 3 mm. L'hypertrophie ventriculaire droite, en V1 on trouve un rapport R sur S plus de 1. Une hypertrophie ventriculaire gauche, donc si l'indice de ce colloque plus de 35 mm, c'est S en V1 en V2 plus R en V5 en V6. Lorsqu'il est supérieur à 35 mm, on parle d'une HVG. I, c'est les signes d'ischémie. Lorsque le segment ST est surélevé, il faut évoquer un syndrome coronarien aigu avec ST positif. Lorsque le ST positif est permanent après un syndrome coronarien, il faut évoquer un anévrisme du ventricule gauche. Également, il faut évoquer un angor de Prince-Métal qui est vasospastique du sujet jeune, et également on peut évoquer une péricardite aiguë et un syndrome de Brugada. Lorsque le segment ST est décalé, il faut évoquer un syndrome coronarien aigu ST négatif, mais également un aspect en miroir au cours de l'infarctus avec un sus-décalage de ST, d'où l'intérêt de faire 18 dérivations dans le sujet. Les ondes amples, il faut évoquer un ITM, mais également l'hyperkaliémie. Les ondes négatives, il faut évoquer un ITM, mais sachez qu'il est négatif en AVR à l'état normal. Également l'intoxication antigitalique. Et devant des ondes petites, il faut évoquer une hypokaliémie, une hypothyroïdie et un épanchement péricardique. Et il ne faut pas oublier de chercher les ondes cuite nécrose lorsqu'ils dépassent 2 mm de profondeur et 1 mm en largeur. Et gardez à l'esprit qu'on pourra avoir une onde Q pathologique de l'embolie pulmonaire. Et merci.